Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à nouveau sur ma chaîne pour que nous partagions encore une histoire terrible. Et cette histoire du jour touche malheureusement une enfant de 5 ans, une enfant dite Zouri dans certains pays du Maghreb. Je vais vous expliquer ce qui est considéré comme un enfant dit Zouri. Mais avant de vous lancer ma vidéo, j'avais envie d'ouvrir une petite parenthèse pour éviter les amalgames. Donc cette histoire-là parle de sorcellerie et de pratiques occultes, mais aucune communauté n'est visée dans cette vidéo en particulier. La sorcellerie est malheureusement utilisée et pratiquée dans beaucoup de pays autres que le Maroc. Donc voilà, j'avais juste envie de préciser ce point-là. Je ferme la parenthèse. Ceci étant dit, on peut se lancer dans cette triste histoire sur fond de sorcellerie et pratiques occultes qui a eu lieu en 2020 au Maroc. Il s'agit de l'histoire de la petite Naïma Héroui. On se lance tout de suite dans son histoire. La tragique affaire de Naïma Héroui, c'est tout de suite et maintenant. Naïma Héroui est née à Ouarzazate, c'est une ville du sud des montagnes du Haut Atlas marocain. Elle est connue comme étant la porte du désert du Sahara. Naïma est âgée de 5 ans au moment des faits et elle vit avec sa famille dans cette modeste maison dans la ville de Zagora qui est une ville située dans la région de Drat-à-Filalet au sud du Maroc. Alors elle est décrite comme étant une adorable petite fille, elle est très aimante, elle est douce, très souriante et très enthousiaste. Et ses parents ont aussi expliqué qu'elle avait un léger strabisme. Elle avait aussi un problème, un handicap au niveau d'une de ses jambes, ainsi qu'un léger retard mental. Le 17 août 2020, vers 10 h du matin, Naïma et sa grande sœur âgée de 11 ans partent jouer pas très loin de la maison, comme à leur habitude. Elles ont en effet l'habitude d'aller jouer avec des copines ou des voisines, ou parfois même que toutes les deux, dans le coin en fait. Elles jouent quelques heures et puis après elles rentrent chez elles. Donc la famille ne s'inquiète pas plus que ça. Sauf que ce jour-là, les heures passent et les filles ne rentrent pas. Là, ça fait un moment qu'elles sont parties jouer. Elles étaient censées rentrer pour déjeuner. Elles n'arrivent toujours pas. Donc le grand-père qui est présent au domicile, il commence un petit peu à s'inquiéter. Là, en tout cas, dans sa tête, c'est clair que c'est inhabituel. Elles n'ont jamais fait ça et de toute façon, même si elles avaient envie de jouer un peu plus longtemps, elles seraient revenues à la maison pour prévenir la famille et repartir jouer. Donc le grand-père qui commence fortement à s'inquiéter, il décide de partir à leur recherche. Et donc il cherche un long moment. Il explique qu'il a commencé à chercher pendant un long moment jusqu'à ce qu'il tombe sur la grande. Et donc il la voit au loin, il lui fait un signe de la main, il s'approche d'elle, mais il ne voit pas Naïma près d'elle. Donc il se pose la question et donc il demande à la grande où est Naïma, pourquoi elle n'est pas avec elle. La grande ne sait pas, elle lui dira qu'elle ne sait pas, elle ne l'a pas vue. Mais ce qui est étrange quand même, c'est qu'il se demande à quel moment elle a perdu de vue sa petite sœur. Donc elle explique en fait qu'elle était en train de se balader, marcher avec sa petite sœur Naïma, et à un moment donné, la grande décide de rentrer dans une des maisons. En fait c'est une maison voisine, donc elle décide de rentrer à l'intérieur pour saluer les gens, et elle a laissé sa petite sœur à l'extérieur. Et donc malheureusement pendant ce laps de temps, Naïma s'est volatilisée. Et donc la grande, évidemment, elle n'est pas retournée chez elle parce qu'elle était en train de chercher sa petite sœur. Donc elle est en pleurs, elle est traumatisée, elle ne sait pas où Naïma est passée, donc elle avait peur déjà de rentrer chez elle et de devoir expliquer ça à la famille. Et en plus de ça, elle a envie de retrouver sa petite sœur, donc elle se sent quand même responsable de sa disparition. Donc bien sûr, le grand-père, quand il apprend toutes ces informations, il est encore plus paniqué, il est encore plus angoissé. Là, il est arrivé quelque chose à Naïma, il en est certain. Donc il prend la grande sœur avec lui et il continue à chercher Naïma, mais il ne la trouve pas. Bien évidemment, il a été rejoint par les parents, il a été rejoint par des proches pour chercher Naïma, mais sans succès. Et le jour même, une plainte est déposée par la famille à la brigade de la gendarmerie royale. C'est un village, bien sûr, donc en attendant, tout le monde, les voisins commencent à être informés de la situation. Donc tout le monde vient secourir cette pauvre petite famille, tout le monde essaie de donner un peu d'aide à cette famille, donc ils se mettent à la recherche de Naïma, même si une plainte a été déposée. Vous verrez que la gendarmerie n'a pas bougé tout de suite, donc les voisins commencent un peu à aider la famille, ils commencent à rechercher Naïma, ils font le tour du village, ils vont même dans des villages un peu voisins, etc. Donc ils font vraiment leur maximum pour essayer de la retrouver saine et sauve, mais malheureusement personne n'arrive à mettre la main sur la petite Naïma. Elle a totalement disparu, personne ne sait où elle se
se trouve. Et bien sûr, ce n'est que seulement 3 jours après le dépôt de plainte que la gendarmerie a décidé de bouger. J'ai quand même été scandalisée par cette information parce que là, on se parle quand même d'une enfant de 5 ans. Les parents vont signaler la disparition de leur petite fille de 5 ans et la gendarmerie ne bouge que 3 jours après. Donc, c'est quand même hallucinant. N'importe quel enquêteur vous dira que dans le cas de disparition d'enfant, s'il n'est pas retrouvé dans le quart d'heure ou dans les 20 minutes, c'est presque trop tard déjà parce que l'enfant qui est kidnappé en général, il est tué dans l'heure. Et là, de savoir que la police n'a pas du tout bougé le petit doigt pendant 3 jours, c'est quand même scandaleux. Alors les parents pensent au début à un accident. Ils pensent que leur petite fille est peut-être tombée dans un puits parce que cette région-là contient énormément de puits. Les services de gendarmerie et la protection civile commencent donc à fouiller tous les puits, mais malheureusement personne ne retrouvera Naïma au fond d'un puits. C'est alors qu'ils concentrent leurs recherches dans les maisons abandonnées, dans les montagnes avoisinantes également, mais toujours aucun résultat. Personne n'arrive à mettre la main sur Naïma, ce qui commence vraiment à inquiéter encore plus la population, les enquêteurs également. Et les jours passent sans que personne ne retrouve Naïma. Il se passe 40 jours et le 26 septembre 2020, le corps de la petite Naïma est retrouvé par un berger dans la montagne de Tafergalt, près de Jbel-Kissan, à l'est d'Agdez, dans la région de Zagora. En effet, le berger a découvert des petits ossements et des vêtements semblables à ce que portait Naïma le jour de sa disparition. Alors évidemment, le berger, il explique qu'il baladait ses bêtes, il les a emmenées brouter en fait, quand à un moment donné, il a aperçu quelque chose de blanc qui était comme enterré. Donc il s'approche un peu plus pour voir ce que c'est, et il explique qu'il a vu comme une sorte de nez en fait, la pointe du nez qui sortait de terre. En déterrant l'os, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un petit crâne d'enfant. Il a aussi déclaré que les ossements étaient éparpillés un peu partout. Il n'a pas trouvé en fait des ossements à un seul et même endroit, il y en avait vraiment un peu partout. Il a expliqué qu'il y avait également des cheveux à un endroit, il y avait son pantalon à un autre endroit. C'est l'oncle de Naïma qui vient identifier les ossements et les vêtements et qui va déclarer qu'il s'agit malheureusement de la petite Naïma. Un bandeau que portait la fillette sur sa tête a également permis à l'oncle de l'identifier de manière certaine. Une enquête judiciaire est bien sûr ouverte immédiatement par le parquet et confiée à la brigade judiciaire de la gendarmerie royale de Zagora dans le but de faire une analyse génétique afin d'identifier l'ADN et la cause du décès. Les résultats d'analyse tombent et évidemment l'ADN confirmera qu'il s'agit bien des ossements de la petite Naïma. Alors là, tout le monde est formel vu l'endroit dans lequel on a retrouvé le corps de la petite fille et vu le handicap dont souffrait Naïma. Donc elle avait un handicap physique au niveau d'une de ses jambes. En plus, elle était très jeune, elle n'avait que 5 ans. Il était impossible que ce soit elle toute seule qui ait escaladé la montagne. Elle n'est pas arrivée toute seule en haut de cette montagne-là. Elle a forcément été kidnappée et emmenée à cet endroit précis. C'était même une zone difficile d'accès, même pour quelqu'un d'adulte. Il arrive en haut de la montagne un peu essoufflé. Enfin voilà, c'était pas du tout dans les capacités de Naïma. Bien sûr, tous les habitants, les voisins qui sont informés de cette triste nouvelle sont sous le choc. La tristesse s'est emparée de tous ce jour-là. Donc faut savoir que ces mêmes gens avaient participé activement à la recherche de Naïma pour aider la famille. Il y a même carrément des voisins hommes qui se sont déplacés dans des montagnes avoisinantes qui ont marché pendant de longues heures en espérant retrouver la petite Naïma saine et sauve, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc c'est vraiment un choc émotionnel pour tout le monde. D'ailleurs, il y a des gens qui affluent de toutes les régions pour rendre visite à la famille, pour présenter leurs condoléances. Il y a même carrément les journalistes aussi qui ont été informés de cette histoire et qui ont été aussi choqués, qui se déplacent pour essayer de couvrir l'affaire. Et ils sont tous accueillis par le père de Naïma du nom d'Abdesadek, qui est bien sûr dévasté et qui demande à connaître la vérité et que surtout le ou les assassins soient vite arrêtés et condamnés pour l'acte atroce qu'ils ont fait subir à sa petite fille. La mère de la fillette, bien sûr, elle est également dévastée, elle est anéantie. Elle a été heureusement assez vite entourée et consolée par les femmes du Douar, en fait ses voisines. Donc le Douar, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire village en fait au Maroc. Donc la maman de Naïma, voilà, elle n'est pas laissée toute seule à l'abandon, elle est quand même assez soutenue par toutes ses voisines qui comprennent la situation, qui comprennent sa douleur. Donc la maman pleure sa fille, bien sûr, elle dira que c'était une source de joie et de gaieté pour toute la famille et pour elle-même. Et ce, malgré ses conditions d'enfant aux besoins spécifiques, puisque je vous le rappelle encore, elle était handicapée. Et elle déclare bien sûr devant les caméras: je suis choquée, celui qui a fait ça n'est pas un humain, c'est un monstre, il faut l'arrêter et l'exécuter. Donc la famille qui a été informée de la découverte donc des ossements un peu éparpillés partout, avec des cheveux dans un endroit, le pantalon à un autre endroit, etc. La famille est persuadée qu'il s'agit d'un rituel satanique, car en plus d'avoir tout ça éparpillé, ils se sont aperçus
aperçu qu'il y avait aussi des trous qui avaient été creusés à ces mêmes endroits. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si des petites choses avaient été déterrées à ces endroits même. Alors la première piste évoquée par les enquêteurs et par la famille, les proches, évidemment, c'est celle du kidnapping et du meurtre d'enfants Zouri. Alors quand j'ai lu ça sur internet, bien sûr, je me suis posé la même question que vous. Qu'est-ce qu'un enfant Zouri? Quelle est sa particularité? Donc moi, je ne savais pas du tout ce que c'était avant de traiter cette histoire, mais de ce que j'ai appris en lisant quelques articles sur internet m'a laissé sans voix. Alors les enfants que l'on appelle enfants Zouri au Maroc et en Algérie, ce sont des enfants en général qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté et qui présentent un morphotype et des caractéristiques bien particuliers. En effet, ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou alors des blonds aux yeux clairs, et ils doivent présenter aussi une espèce de ligne continue sur la paume de leur main droite en général. Ils ont en général aussi des cheveux un peu en tourbillon ou bien encore une tache au fond de l'iris. Et ces enfants Zouri, ils sont dits être des enfants chanceux ou porte-bonheur car ils permettraient pour ces criminels, ces charlatans d'accomplir des miracles dans beaucoup de domaines, l'argent, l'amour, la gloire, le travail et d'autres domaines. Et ça leur permettrait aussi de découvrir des trésors cachés. Parce qu'autrefois, les terres, les cimetières et les puits faisaient office de cachettes secrètes pour de nombreuses familles qui venaient cacher leurs richesses. Et ensuite, ces personnes décédées disparaissaient à jamais avec leurs richesses, leurs trésors. Et donc ces richesses et ces trésors devenaient la propriété des djinns, donc des esprits. Et donc dans la tête de ces charlatans criminels, pour retrouver ces biens et cette richesse, le rituel serait d'offrir le sang de ces enfants dits Zouri. Donc évidemment, pour retrouver les enfants Zouri, les adeptes de ces pratiques mettent en place tout un stratagème. En fait, ils se déguisent en mendiants, ils vont près des écoles, ils s'installent à côté des écoles. Et puis les enfants qui viendraient leur donner une pièce, ils vont en profiter pour regarder la paume de leur main droite et voir s'il y a cette fameuse ligne continue. Et s'il y a cette ligne continue, ils considèrent que c'est un enfant Zouri et malheureusement cet enfant il devient traqué, il devient la cible et il sera donc surveillé jusqu'à ce qu'ils saisissent un moment opportun pour pouvoir les kidnapper et les tuer. Alors voici le procédé des criminels qui s'emparent de ces pauvres enfants Zouri. D'abord, la première étape, ces enfants sont systématiquement recherchés et kidnappés pour ensuite être vendus à ce qu'on appelle des kissoussi. Donc ce sont les fameux charlatans qui vont faire ce rituel satanique. Et donc ils sont vendus entre 1000 et 450 000 dirhams parfois. C'est énorme. Et donc ces fikis qui pratiquent la magie noire, à l'aide d'un croquis indiquant l'emplacement du trésor, ils font une sorte de cérémonie, de rituel satanique pour d'abord dans un premier temps éloigner les esprits qui détiendraient donc ces trésors. Dans leur tête à eux, hein, toujours dans la tête de ces criminels, les esprits vont abandonner les trésors et partir. Et durant cette sordide cérémonie, l'enfant il est égorgé à ce moment-là. Et la direction que prend le sang qui s'écoule de la gorge de l'enfant désigne d'après eux le lieu exact du butin. Donc bien sûr, ils suivent le chemin que prend le sang et donc dès qu'ils arrivent au bout de ce chemin-là, ils creusent à cet endroit-là pour déterrer leur fameux trésor. Et donc ces charlatans, ces criminels, on peut les appeler tous sauf des gens normaux, ils racontent que les esprits leur demandent de leur remettre une certaine quantité de sang de ces enfants Zouri pour pouvoir bénéficier de ces trésors. Alors apparemment, cette pratique est encore un peu courante dans certaines régions du Maroc. Elle s'étend également aussi en Algérie, dans certaines régions aussi, hein, pas dans tout le pays. Et bien sûr, quand on connaît le Maroc ou même l'Algérie ou d'autres pays, là on voit un énorme contraste entre ces régions-là et puis d'autres villes très civilisées, très développées du Maroc. Donc le Maroc, je vous l'apprends pas, c'est un pays extrêmement développé. C'est un pays qui comporte des habitants extrêmement bien éduqués et civilisés. Et de voir que dans certaines régions, les mentalités sont restées bloquées apparemment au 19e siècle parce qu'on y voit encore des gens pratiquer ces rituels en commettant des meurtres d'enfants. Tout ça, en fait, on constate que ça relève plus de la détresse mentale et du charlatanisme qu'autre chose. Alors j'étais même choquée parce que j'ai carrément lu que ça arrive parfois que ce soit carrément des parents qui commettent ces actes-là sur leurs propres enfants. Apparemment, j'ai lu aussi une histoire sur internet, il y a carrément un enfant a été retrouvé lardé de coups de couteau, abandonné dans une montagne, il était en fait entre la vie et la mort. Il avait été retrouvé et sauvé in extremis par les secours et en fait en enquêtant un peu plus, ils se sont rendus compte que c'était carrément son père et son oncle qui avaient tenté de le sacrifier justement pour découvrir des trésors enfouis. Un autre petit enfant a aussi été retrouvé abandonné, mort avec les yeux carrément retirés, c'était juste horrible. Alors on a un autre cas avec une fin beaucoup plus heureuse cette fois-ci, c'est le cas de la petite Nadia Tawil âgée de 9 ans qui a échappé elle en 2009 à 4 tentatives d'enlèvement justement par des ravisseurs qui kidnappent les enfants Zouri pour ces rituels et donc elle y a échappé 4 fois et à un moment donné elle était tellement traumatisée et puis ses parents
parents avaient tellement peur que du coup elle était enfermée chez elle et elle avait été totalement déscolarisée. Enfin, je pourrais vous faire une liste longue comme le bras. On a aussi le cas du petit Redouane, âgé seulement de 6 ans, qui lui a été arraché carrément au bras de son propre frère et qui a été pris par les ravisseurs justement. Le grand frère lui essayait de retenir, de sauver son frère, mais malheureusement il a rien pu faire face à ces hommes-là. Et du coup le petit Redouane a été balancé sauvagement dans la camionnette et apparemment l'un des ravisseurs aurait dit au grand frère de Redouane: dis à tes parents que ton petit frère va mourir aujourd'hui. Donc vous imaginez quand même l'état dans lequel était le frère. Il était totalement déboussolé, il était traumatisé. Il faut savoir en fait que lui et son frère avaient échappé à une tentative de kidnapping quelques jours avant. Ils avaient donc informé leur mère de cette tentative de kidnapping, mais elle ne les a pas crus et elle dira en fait aux médias qu'elle pensait que c'était simplement un prétexte pour éviter d'aller à l'école. Sauf que malheureusement c'était réel, c'était une vraie tentative de kidnapping et le petit Redouane a finalement été kidnappé et assassiné par ces criminels. La scène, le grand frère de Redouane a même déclaré que son petit frère, quand il a été enlevé, en fait, il était tellement traumatisé qu'il en était figé. Il a pas crié, il a pas hurlé, il a pas du tout réagi en fait de peur. Donc il dit qu'il a ces images-là gravées dans sa mémoire et qu'il a du mal à dormir, qu'il a du mal à avancer dans la vie parce que ces images-là lui reviennent en tête en boucle, ce qui est normal. Si ce sont souvent les enfants qui sont kidnappés et tués et utilisés pour ces rites sataniques, il y a aussi des cas d'enlèvement et de sacrifice d'animaux. Il y a certains chats qui ont été aussi utilisés, qui ont été brûlés vifs, des chats qui ont eu la bouche cousue et qui sont morts de faim par ces criminels qui les ont justement utilisés pour déterrer des trésors ou pour faire de la magie noire ou autre. On a aussi bien les enfants qui sont utilisés comme les animaux, donc tout le monde y passe. Alors la police, qui favorise du coup la piste de la sorcellerie, se met à la recherche de Fiki au Maroc et qui sont connus pour exhumer des trésors. Et c'est de cette manière qu'il tombe sur le profil d'un homme âgé de 61 ans qui a des antécédents dans ce genre d'affaires et qui est connu dans la région pour son implication dans la recherche de trésors à l'aide d'enfants Zouri. Et les gens ont même déclaré qu'il avait tenté d'utiliser un enfant Zouri peu de temps avant le drame. Cet homme est contacté par les autorités pour qu'il se rende à la brigade de gendarmerie de Zagora, mais il ne répond pas à l'appel téléphonique et prend la fuite. Mais il est localisé par le GPS dans la zone de Beni Mellal grâce à la carte SIM de son téléphone portable. Donc bien sûr, la police de Zagora, elle informe la police de Beni Mellal pour qu'elle procède à son arrestation. Mais la police de Beni Mellal découvre que le suspect a pris la fuite en direction de la région de Kenifra. Et heureusement, un habitant qui reconnaît le suspect dénonce la cachette à la police. Et en effet, le fuyard, en fait, il séjournait chez de la famille à Aguelmous, qui est un village en fait au Maroc. Il est donc arrêté le 29 septembre 2020 par la gendarmerie d'Aguelmous dans la région de Kenifra. Et a priori, il n'a pas opposé de résistance au moment de son arrestation. Il est donc embarqué au commissariat pour être interrogé. Et donc, bien sûr, il va avouer être impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de la petite Naïma. Il va aussi indiquer avoir été aidé par un homme âgé de 51 ans qui, lui, est connu pour pratiquer des rituels sataniques, faisant appel à des esprits qui les aideraient à trouver des trésors. Malheureusement, je n'ai pas les noms des deux suspects, ça n'a pas été dévoilé dans la presse, donc on ne saura pas qui ils sont. Le 4 octobre 2020, les deux suspects sont déférés devant le parquet de Ouarzazate pour enlèvement, assassinat et démembrement, et ils ont ensuite été entendus par le juge d'instruction et mis en détention provisoire. Alors bien sûr, ils affirment avoir enlevé, égorgé et démembré la fillette, dont ils avaient connaissance de ses spécificités et particularités, puisque l'homme de 61 ans, il habitait pas très loin de chez la famille de Naïma, donc il les connaissait au moins de vue. Apparemment, les deux hommes auraient gardé la dépouille de Naïma pendant plusieurs jours avant de l'abandonner en haut de la montagne. Le 26 août 2021, les deux prévenus sont condamnés par la cour d'appel de Ouarzazate à 25 ans de prison pour enlèvement d'un mineur de moins de 12 ans et aussi pour assassinat, corruption et escroquerie. Bien sûr, cette affaire a bouleversé l'opinion publique. Le meurtre de la petite Naïma a poussé certaines célébrités ainsi que des hommes et des femmes politiques à s'exprimer sur le sujet et à dénoncer les pratiques arriérées et criminelles de certaines régions au Maroc. Des anonymes ont même fait circuler le hashtag justice pour Naïma sur les réseaux sociaux. Alors le royaume, il explique qu'il fait en sorte d'éradiquer toutes ces pratiques-là et qu'il y a une véritable chasse aux sorciers et sorcières dans tout le pays, mais que malheureusement ils ne peuvent pas découvrir tout le monde. Donc voilà, ils comptent aussi sur l'aide de la population pour venir dénoncer certains actes qui pourraient se passer autour d'eux. Et il faut savoir que cette période-là a été un peu une période noire pour le Maroc, le mois de septembre 2020, car cette histoire est survenue juste après la découverte du corps du petit
Adnan Bouchouf qui a aussi été kidnappé, abusé et sauvagement assassiné à Tanger. Donc c'était vraiment une période assez difficile pour le Maroc et pour les Marocains. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, je vous laisse faire comme d'habitude, liker, commenter et vous abonner surtout. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.